comme ça, vous calez la capsule sur le creux par exemple, du menton et en général après la distance elle est super, il n'y a pas à se prendre la tête, on bouge, on peut parler et tout, c'est plus simple. C'est quand on est comme ça, du coup c'est normal si on vous entend pas, vraiment essayer d'être comme ça. Voilà, pareil pour les deux. Non, là c'est allumé, ça reste allumé, vous avez juste à parler dedans. Allô, allô, bonjour. Bonjour. Test. Je vais laisser mon sac avec. Et alors, on grimpe par où? On saute? Je crois qu'il y a un accès par l'arrière. Je viens me jeter dans la foule en délire, mais c'est pas l'ambiance. Ah, voilà. Ouais. Oups, pardon. Vous avez une préférence pour la place? On peut faire. On va avoir Guilhem qui va d'abord venir pour faire l'introduction. Vous avez? On va avoir Guilhem Franavier, du coup le directeur Oui, de la bien mairie, sûr, qui oui, va oui, venir tu pour vas faire. l'introduction et après on vous fera monter sur scène. Ah, d'accord. Si c'est Oui, bien sûr. Désolée. Non, non, pas, aucun problème. On fera le switch après, comme ça je leur donne. Il m'a dit que c'était une très très courte introduction. C'est vrai. Oui, oui. Mais Je pense que donc, ça peut rester on avec reste par là. Alors, on On reste fera avec ça vous. et bon, je suis vraiment Je te désolée. ramènerai. Je me suis mise au carnet. Ouais. Moi, je vais m'en aller tout de suite. Vous avez m'en aller? Le directeur. Oui, c'est ça. En visio avec un filtre. Je vais rester. Je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Je vous prêterai celui-là. Mais oui, mais moi j'ai c'est pas mon téléphone, c'est un téléphone de frais. J'ai mis rapidement les indications. Ah, elle bouge. C'est peut-être la chaise qui bouge. Vous ne prenez pas de risque. Pas de blessure. Tous les intervenants sont toujours partis en très bonne santé à l'issue. On va... Bonjour. Est-ce qu'il fonctionne? Ouais. C'est juste pour les tests, du coup. Ok, on est bon? Vous nous faites signe quand ça part? Y aller directement sur ça. Bah, je vous laisse présenter du coup les intervenants. Oui. Non, non, non. On demande à Sylvie. Je crois que c'est parti, Sylvie, si vous voulez. On est parti. Apparemment. Est-ce que
Bon, mais bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro, à cette nouvelle rencontre Parlons Parlons Inclusion numérique. Je vais tout de suite laisser la parole à Guilhem pour qu'il vous dise un petit mot de ces rencontres dont c'est la 7e édition, si je ne me trompe, c'est ça, la 7e édition déjà. Et puis, je vous dirai un petit mot des personnes qui ont accepté de participer à cette rencontre avant d'entrer dans le vif du sujet qui est celui qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire la question de la mobilité, la question de l'inclusion numérique appliquée à la mobilité, mêler ces deux problématiques et pour vous laisser l'occasion, après avoir entendu les échanges entre nos intervenants, de prendre vous-même la parole pour un moment de questions-réponses. Mais donc, Guilhem, je te laisse la parole. Merci Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, la 7e, la 3e cette année de Parlons Inclusion numérique. Et avant de parler plus du thème d'aujourd'hui et de ce qui va se passer, je voulais remercier le lieu qui nous accueille, puisqu'on a cherché cette année à rendre ces conférences hybrides, hein, comme on dit, donc avec certaines personnes présentes en physique, et donc on a essayé surtout de coller au thème à chaque fois qu'on le pouvait, pour essayer de trouver des lieux qui étaient liés, et cette fois-ci effectivement entre l'ancienne station Gare des Mines et la mobilité, le lien était tout trouvé. Donc merci à la station Gare des Mines, merci au collectif MU qui nous accueille aujourd'hui et qui opère ce tiers-lieu culturel dans lequel pas mal d'événements se déroulent. Merci aussi à la Banque des Territoires pour son soutien sur l'organisation de cet événement qui nous tient vraiment à cœur, où on essaie de croiser des thèmes différents avec les sujets d'inclusion numérique qui nous animent au quotidien à la Mednum et avec nos sociétaires. Aujourd'hui, du coup, le thème des mobilités qu'on a essayé de penser assez large. Alors, c'est peut-être le plus grand pas de côté depuis le départ des thèmes qu'on peut traiter sur Parlons Inclusion numérique. Mais on pensait que c'était le moment de l'aborder. Alors, on va le faire de plusieurs manières. Sylvie et les intervenants se présenteront un petit peu plus, mais on a pensé qu'envelopper le sujet finalement, en prenant le point de vue de certaines collectivités qui mettent en place des services de transport, en revenant sur une vision un petit peu plus haute avec Sarah, ou même en parlant de certaines solutions techniques comme ParkNow pour voir comment finalement les titres se dématérialisent et quelles choses sont mises en place en face pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc parler vraiment d'inclusion numérique et de ces publics qui sont éloignés. C'est ce qui nous tenait à cœur. C'est d'autant plus vrai que je crois, j'ai vu il y a quelques jours dans le métro que les tickets papier disparaissaient, ce qui pose question aussi. On aurait pu en parler aujourd'hui, ou on pourra le faire, mais les concernés ne seront pas forcément là. Mais voilà, des questions qui se posent et qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, ou en tout cas d'éclairer un petit peu pour créer demain peut-être de nouvelles collaborations. Merci à tous et bon Parlons Inclusion numérique. Merci aux intervenants. Très gentil d'être avec nous. Merci, merci beaucoup, Guilhem. Alors, je vais effectivement vous présenter. Je ne sais pas si on est déjà en connexion avec nos intervenants à distance, mais je vais vous présenter en quelques mots les personnes qui animeront ce début de matinée pour vous. Mais avant ça, vous dire un petit mot de qui je suis, ou plutôt de quelle est ma fonction ici, qui est celle de faciliter la parole et de faire circuler la parole. Donc, je m'appelle Sylvie Fagnard et je suis la rédactrice en chef adjointe d'un magazine qui s'appelle Chute, que vous connaissez peut-être, magazine qui est partenaire de la Mednum pour ces rencontres depuis le début. Chute est un magazine papier trimestriel, donc on sort tous les 3 mois, et le propos, la ligne éditoriale est d'interroger, d'explorer la façon dont les applications, les outils numériques bouleversent nos vies, nos quotidiens. Dans chaque magazine, on se consacre à une thématique en particulier. Là, nous sommes en train de préparer le 12e numéro, mais le 11e vient de sortir. Le dossier est consacré au temps,
la façon dont le numérique a changé notre rapport au temps. Nous avons aussi exploré la thématique de l'alimentation, celle de la ville, la condition urbaine qui posait quelques problématiques que nous allons soulever ce matin. On a également exploré la façon dont le numérique bouleversait le travail, l'amour, l'alimentation. Donc voilà, évidemment, je vous encourage à nous lire et à nous suivre sur les réseaux sociaux, voire à vous abonner au magazine papier, parce que le papier, c'est beau. Voilà pour le petit moment d'autopromo personnel. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter Sarah Emmerich, qui est ici avec nous sur le plateau. Sarah est une experte de la ville, une experte des politiques urbaines, et ça fait plus de 20 ans qu'elle s'interroge et qu'elle réfléchit autour d'un concept dont l'acceptation a évolué au fil du temps, qui est celle de la smart city, de la ville qui serait améliorée grâce aux solutions numériques. J'emploie à dessein conditionnel. Donc, Sarah va cadrer pour nous le propos de notre début de matinée. Et ensuite, des échanges sont prévus entre Olivier Koch, qui est également avec nous ce matin en chair et en os, et qui est le DG France de Easy Park. Alors, Olivier vous expliquera ce qu'est exactement Easy Park, mais c'est pour nous ce matin un peu le représentant des solutions numériques pour améliorer la mobilité, pour essayer de la fluidifier. Et puis, à distance, en ligne, nous retrouverons d'autres intervenants. Cathy David, pour commencer, qui est la responsable des projets et du développement de Transdev dans les Hauts-de-France, et qui nous expliquera des expériences menées par ce transporteur dans les Hauts-de-France. Nous rejoindrons également Emmanuel Van Damme, qui représente une coopérative qui s'appelle POP, et dont l'objet est de réfléchir et aussi d'améliorer la médiation numérique. Ce POP réunit des lieux de médiation numérique et puis accompagne les acteurs publics et privés pour réfléchir à cette question de l'inclusion numérique qui nous préoccupe ce matin. Et pour finir, nous serons également en ligne avec Christophe Audrechy, qui est l'adjoint au maire de Houille, cette ville du 78. Voilà pour la présentation de nos intervenants ce matin. L'idée, en mêlant les thèmes de la mobilité et celle de l'inclusion numérique, c'est aussi de s'interroger sur une double fracture que nous allons tenter d'explorer ce matin. Double fracture qui touche une population similaire, qui est celle de la fracture territoriale, de l'impossibilité pour certains et certaines de se déplacer sur le territoire et d'exercer leur liberté de mobilité. Et parallèlement, la fracture numérique, évidemment, que la MENNUM prend à bras le corps. Et nous allons nous interroger effectivement sur la ressemblance, ou en tous les cas sur le fait que c'est une même population qui peut être concernée par les deux fractures, et se demander si on peut améliorer la mobilité sans s'interroger sur l'inclusion numérique. Voilà pour le petit mot que je voulais vous dire en introduction. Je vais donc céder la parole à Sarah Emmerich, pour un petit topo réflexif pour commencer. Merci Sylvie, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être ici. Puisqu'il m'incombe d'ouvrir cette séance, je voulais réfléchir à la notion de mobilité. Et la première chose, c'est de me dire pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de transport ? Avant, on disait les transports, maintenant, on dit la mobilité. Alors, je pars de là. Avant, c'était en fait assez simple. Avant, je veux dire, avant le numérique, c'était assez simple. D'un côté, on avait le transport public de voyageurs.
c'est-à-dire les RER, le tram, le bus, le métro pour les grandes métropoles. Ce transport public de voyageurs était organisé par les autorités régulatrices de transport, par exemple en région parisienne, puisque nous y sommes, c'est Île-de-France Mobilité. Et puis d'un autre côté, on avait les voitures, les motos, les scooters, c'est-à-dire le transport privé. Et bien maintenant, c'est beaucoup moins simple. C'est beaucoup moins simple, notamment parce que le numérique est passé par là. Mon micro, j'ai l'impression, fait des siennes, mais vous m'entendez bien? Oui, notamment, alors justement, parce que le numérique est passé par là, en apportant au territoire, notamment urbain, des services sous la forme de plateformes. Et alors, on a vu des Vélib, des Vélov, des Autolib, des VTC, des trottinettes. On a vu Blablacar dans les territoires interurbains. On a vu des scooters en libre service, ça c'est pour les véhicules. Mais on a vu aussi fleurir des aides aux itinéraires qui permettent de se diriger, notamment Waze. On voit le transport à la demande. Alors, la promesse de cette Smart City en matière de mobilité, cette promesse, quelle est-elle? C'est de faire une ville plus fluide, plus rapide, moins engorgée, plus flexible, qui permet de jongler entre différents modes de transport selon ses besoins, totalement à la demande. Je parle un petit peu volontairement de promesses parce que, vous le voyez bien, le territoire de nos villes n'est pas complètement désengorgé, n'est pas complètement dépollué. Et puis, d'une certaine façon, s'il y a des problèmes dans les bus maintenant, c'est plutôt parce qu'on manque de personnel. Donc là, on peut remettre un tout petit peu le numérique à sa place en disant que c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la ville fluide. N'empêche, la promesse est réelle et ça a complètement transformé notre façon de nous diriger et notre façon de bouger. Alors, quelles sont les conséquences de ça? La première conséquence, en fait, c'est qu'on assiste à quelque chose qui se floute entre le transport public et le transport privé. Il y a une porosité des frontières. Exemple typique, on peut, quand on est une collectivité locale, subventionner un service comme Feu Autolib, un service d'autopartage de véhicules électriques. Alors, on est bien d'accord que c'est la collectivité publique qui, là, va subventionner un mode de transport individuel. On voit bien que la frontière, là, est devenue complètement poreuse entre transport public et transport privé. C'est la première des conséquences que je voulais évoquer. La deuxième conséquence, c'est qu'on passe, enfin, on passerait d'une logique de la propriété à une logique de service. Je ne possède plus ma bagnole, mais je m'abonne à un service. Là, la promesse est importante. La promesse est importante parce qu'en moyenne, posséder une voiture, ça coûte 6 000 € minimum par an. Donc, on peut concevoir l'avantage qu'il y aurait à s'abonner à un service. On pourrait être totalement gagnant. Autre avantage, c'est qu'une voiture partagée, on considère que ça remplace 8 voitures particulières. Donc, on imagine évidemment le gain que ça peut représenter en termes d'occupation de l'espace public. Ça fait pas mal de places libérées. Ça, c'est la promesse. La promesse une autre promesse à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est le MaaS, Mobility as a Service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une seule petite carte, un seul petit abonnement, je peux prendre une trottinette, sauter dans un bus, emprunter le RER, prendre le train, louer une voiture,
Ça existe déjà. Mulhouse a mis ça en place. Sur son MAS, on a le vélo, le transport en commun, l'autopartage et les parkings. À Helsinki, c'est encore plus fort. On a le bus, le tram, les trains régionaux, les taxis, les voitures de location. Donc, on voit que Mobility as a Service, c'est je m'abonne et je peux aller partout, quand je veux, où je veux, avec un petit scooter si je suis toute seule, avec un utilitaire si je vais acheter des trucs à trimballer. Finalement, tout ça a l'air hyper bien, facile, fluide. Et alors, pourquoi ça marche pas si bien? C'est parce que, évidemment, en théorie, ça marche, en pratique, on le voit, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand on parle de mobilité, plutôt que de parler de transport, le transport, on vous amène d'un point à un autre. La mobilité, vous voyez bien, c'est vous qui bougez. Alors, dans la mobilité, l'individu devient l'acteur de son déplacement. Le tout avec une offre très mouvante, très complexe, qui bouge tout le temps. Un coup, on a des vélos en libre service, puis finalement, ils font faillite, donc on les a plus. Et puis, il y a un service d'autopartage qui voit le jour. Et puis finalement, le modèle économique n'étant pas éprouvé, on l'a plus. Donc, on a déjà un environnement extrêmement complexe, extrêmement mouvant, qui évolue très, très vite. On a une abondance de services. Et puis, on a une obligation d'abonnement. Ce qui aussi change les choses, d'être obligé de s'abonner. D'abord, il faut une carte bleue. Ensuite, il faut laisser une caution. Ça peut être dissuasif. Ensuite, on se dit ah ouais, mais si j'arrive pas à le rendre au bon endroit, ça va me coûter plus. En fait, on ne sait pas forcément très bien comment ça va, comment ça va se passer. Être acteur de ces déplacements ne va pas de soi. Ça, c'est le message que je veux passer. L'abondance d'infos, elle peut se révéler contre-productrice, elle peut générer de l'angoisse. Et alors, le déplacement, c'est d'autant plus compliqué. Je vous sors quelques chiffres. En 1960, le temps de déplacement moyen pour aller travailler, c'était 3 km. La distance de déplacement, c'était 3 km. En 2019, c'est 13,3 km. On se déplace de plus en plus loin chaque jour pour aller travailler. Et donc, c'est de plus en plus compliqué. Prendre les transports en commun, changer de quartier, c'est pas si évident. Le ministère de la Santé et de la Solidarité a fait une étude et l'an dernier, en 2021, il nous dit que 7 millions de Français disent avoir des difficultés à se déplacer. 28% des personnes en insertion professionnelle et peut-être plus étonnant encore, 20% des personnes en âge de travailler. 1 sur 5, c'est beaucoup. Prendre les transports en commun, changer de quartier, c'est une compétence, c'est une socialisation qui s'apprend. Ça dépend de ce qu'on a vécu enfant, ça dépend des ressources matérielles et immatérielles aussi, des parents qui vous faisaient visiter des choses, de leur disponibilité en temps et en moyens de locomotion. Ça dépend de ce que vous avez acquis en autonomie, en confiance en vous, pour vous déplacer. Et là encore, je vais faire une comparaison temporelle. Je remonte loin en arrière, mais c'est intéressant. Un enfant de moins de 8 ans, entre 7 et 8 ans, en 1919, il avait une autonomie seule de déplacement à pied de presque 10 km. Aujourd'hui, c'est moins de 300 mètres. 80% des enfants de l'école primaire sont accompagnés
pour aller à l'école alors qu'ils ont 8, 9, presque 10 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui est toujours accompagné, ou s'il n'est même pas accompagné par ses parents, il ne bouge pas seul, ou alors il bouge avec un téléphone portable qui le maintient, qui est un fil relié en disant je vais où, je fais quoi. Il a plus de mal, forcément, à gagner en autonomie, en confiance en lui. Ces déplacements des premiers âges de la vie sont très importants pour la capacité, l'autonomie à bouger de chez soi. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Je vérifie le temps pour voir si je ne vous retiens pas trop longtemps. Je voulais finir par 2 idées pour terminer et peut-être ouvrir la discussion. Vous dire qu'il y a aussi deux autres effets du numérique. Premier effet dont je voulais parler, le numérique réduit l'informel. Tout à l'heure, on vous a dit oui, c'est la fin des tickets de métro en carton. Ça veut dire là encore qu'il va falloir s'abonner, qu'il va falloir sans doute avoir une carte bleue. Ça veut dire que je peux plus filer un ticket de métro à mon enfant en lui disant bah, prends le bus. Bah non, c'est fini. C'est comme les tickets resto. On peut plus filer un ticket resto à quelqu'un qui fait la manche dans le métro. Donc, ça réduit la formelle. Il y a quelques années encore, quand on était à une porte de Paris et qu'on prenait l'autoroute A6, vous voyez la porte de Paris avec plein de jeunes qui levaient le pouce en disant je vais à Lyon, qui faisaient de l'autostop. Ben maintenant, Blablacar a fait le job et il n'y a plus d'autostoppeurs à cet endroit-là. Donc, le numérique réduit les déplacements informels et peut-être c'est aussi quelque chose à considérer quand on parle d'inclusion parce que on connaît le secteur informel, c'est important. C'est important l'économie informelle pour les personnes qui sont un petit peu en marge de l'inclusion sociale. Et puis surtout, et on a un exemple ce matin même, le numérique, il est surtout créateur de mobilité inversée, c'est-à-dire qu'on ne sort pas. On procède en visio au lieu d'aller sur site, on regarde Netflix au lieu d'aller au cinéma, on se fait livrer son repas au lieu d'aller au restaurant. Bref, peut-être que ce que le numérique a le plus changé dans la mobilité, c'est qu'il abolit la mobilité. Merci beaucoup Sarah et merci pour cette phrase de conclusion qui ne peut que susciter des réactions. Le numérique abolit la mobilité, c'est une phrase forte, intéressante en tous les cas. Merci beaucoup Sarah de nous avoir ouvert ces horizons et avec un propos voilà un petit peu un petit peu oh mince, je perds mes mots, mais qui vient bouleverser nos certitudes en tous les cas et poser des questions. On va se lancer dans la table ronde, désormais dans les échanges avec les participants à cette table ronde qui est effectivement hybride entre distance et présence. Et je voulais, alors je sais pas comment, si j'appelle quelqu'un et il apparaît sur l'écran, j'espère que ça va se passer comme ça. Je voulais donner la parole pour commencer. Donner la parole à Cathy David, qui est donc responsable du développement chez Transdev dans les Hauts-de-France, pour ah voilà, effectivement, ça marche. On appelle Bonjour. Bonjour, bonjour Madame David et merci d'être avec nous ce matin. Je me recule un petit peu pour vous voir convenablement. Je voulais effectivement que vous lanciez les échanges de cette table ronde en nous expliquant en quoi aujourd'hui la problématique de la mobilité et donc pour des structures en charge d'organiser le transport sur un territoire, ce qui est le cas de Transdev que vous représentez ce matin, en quoi la question de l'inclusion numérique est devenue
une question primordiale dans les réflexions autour de la mobilité, pour qu'on comprenne et qu'on fasse le lien immédiatement entre les deux problématiques. Eh ben, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Alors, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir échanger sur ce sujet passionnant, évidemment, de l'inclusion numérique, mais voilà, de manière plus spécifique aussi sur la mobilité inclusive, parce qu'elle aussi peut être inclusive. Je suis ravie également d'être sur cette table ronde avec l'ensemble des participants, ainsi qu'Emmanuel, qui nous a beaucoup accompagnés aussi sur ces sujets de mobilité inclusive, mais on pourra en reparler dans les exemples ensuite. Alors, je reprends une phrase en fait qui a été citée par Sarah, qui résume tout à fait en fait le propos, qui est: «Être acteur de ses déplacements ne va pas de soi». Alors effectivement, merci Sarah pour cette phrase, en lien notamment avec la promesse autour de la smart city. Donc effectivement, la mobilité ne se décrète pas, elle ne s'apprend pas à l'école. On a aussi tout un facteur d'inclusion autour de la mobilité, et aujourd'hui, heu la question dans la mobilité, mais Sarah, vous avez tout à fait introduit le propos, c'est de quelle manière aussi le numérique peut être au service de cette mobilité, voire d'une mobilité inversée. Voilà, donc tout le sujet est là. Donc c'est vrai que sur ces sujets de mobilité inclusive, donc nous, en tant qu'opérateurs de mobilité, on travaille bien évidemment beaucoup sur ces sujets, notamment au travers du laboratoire de la mobilité inclusive. Il faut savoir, alors pour compléter les chiffres annoncés par Sarah, effectivement, aujourd'hui, en moyenne, 1h10 est consacrée au déplacement. Heu, voilà, pour aller travailler ou pour d'autres motifs. La mobilité représente en gros 27% de l'empreinte carbone en moyenne d'un Français, hein, voilà, peu importe son mode de déplacement, donc c'est vraiment une moyenne. Et puis finalement, le sujet de l'inclusion est aussi un vrai sujet dans le domaine de la mobilité, puisque, par exemple, 23% des Français ont déjà refusé un emploi pour des questions de difficulté de mobilité. Et quand on entend difficulté de mobilité, bien entendu, cela peut être soit un manque d'offres de transport parce qu'on habite dans une zone rurale ou dans une zone moins dense. Voilà, si on est éloigné quelquefois des grosses métropoles, on n'a pas toujours de solution de déplacement. Heu et puis, les difficultés peuvent aussi être des difficultés d'ordre cognitif, des freins en tout cas, à la mobilité, des appréhensions à se déplacer. Et effectivement, donc je rejoins la phrase de Sarah, oui, le déplacement ne va pas de soi. Heu ce n'est pas si simple de se déplacer. Cela peut être générateur de beaucoup de stress, voire de fractures sociales dans certains endroits. Je ferai par exemple un focus sur les questions de mobilité dans les quartiers politiques de la ville, qui sont un vrai sujet aujourd'hui en matière de déplacement des habitants de ces quartiers politiques de la ville. Aujourd'hui, allez, on va dire 25 à 30% des habitants de ces quartiers ont des difficultés de mobilité, des freins cognitifs, culturels, des freins géographiques, ou parfois des non-désirs de mobilité aussi, hein, avec une difficulté, en tout cas, à se projeter en dehors de sa zone d'habitation. Et puis, dans ces quartiers politiques de la ville aussi, près de 20% des habitants ont des difficultés d'acculturation au numérique. Donc ce qui pose aussi la question de cet illectronisme, et de cette difficulté d'accéder aussi aux solutions de mobilité. Voilà, se diriger avec Google Plan n'est pas inné pour tout le monde. Hem, voilà, mais cependant, voilà, en tant qu'opérateur de mobilité, nous, évidemment, nous sommes convaincus heu, que la mobilité a aussi un rôle de connexion sociale, hein, qui permet aux habitants des territoires d'aller étudier, travailler, de se déplacer, de se projeter aussi sur d'autres territoires. Et puis, voilà, la mobilité a aussi un rôle d'intérêt général sur les territoires. Hem, voilà, donc effectivement, aujourd'hui, dans notre domaine d'activité, se pose la question aussi de, voilà, comment le numérique peut
accompagner cette mobilité, comment, il peut, en tout cas, lever certaines barrières et aider, les habitants. Et puis, la 2e question, c'est aussi comment le numérique peut devenir un outil finalement de médiation et d'apprentissage à la mobilité. Voilà, comment on peut aussi s'appuyer sur ces différents outils. Merci. Merci beaucoup, Cathy. Effectivement, vous dessinez les grandes thématiques que nous allons aborder au cours de cette table ronde. Pour rebondir sur les différents chiffres très intéressants que vous venez de nous délivrer pour compléter ce que Sarah donnait aussi, je voulais donner la parole à Monsieur Audrechy, à Christophe Audrechy, qui est adjoint au maire de Houille, parce que justement, l'exemple de cette ville, de ce centre urbain dans une zone périurbaine, mais très connectée aux infrastructures de transport en Île-de-France, mais dont tous les habitants ne sont pas évidemment, n'habitent pas à 3 minutes à pied de la gare. L'exemple de la ville de Houille, des habitants de Houille, est assez parlant pour évoquer cette double fracture que j'évoquais dans mon propos liminaire, fracture de mobilité et fracture numérique, qui touche une même partie de la population, qui peut toucher une même partie de la population. Monsieur Audrechy, je vous donne la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis maire adjoint à Houille. Houille est une ville qui se situe dans les Yvelines, certes, mais elle a une configuration de ville qui est plus proche de celle des Hauts-de-Seine, finalement. Une ville très dense, avec des rues étroites, une gare en entrée de ville. Et cette gare est permet de bien desservir évidemment notre ville, puisque nous avons 3 lignes de train et RER qui y passent. Donc ça, c'est un point fort, la gare de Houille-Carrière, qui est vraiment très bien, qui permet de bien desservir. Par contre, nous avons des quartiers qui sont excentrés, qui sont loin de la gare. Et comme je le disais, nous avons une ville avec des rues étroites, on ne pourra pas faire circuler des grands bus. Donc, nous avons lancé 2 expérimentations là, ces derniers mois pour essayer d'apporter des nouvelles solutions pour permettre aux habitants de rejoindre le centre-ville où se trouve la gare et la gare. Et donc, 2 expérimentations. Une première expérimentation sur des trottinettes et des vélos en libre service électrique. Donc avec là des dispositifs complètement numériques, c'est-à-dire tout se passe évidemment sur une application, sur une inscription et ensuite un usage du smartphone pour pouvoir utiliser ce service. C'est un service qui démarre très fort d'ailleurs, puisque en 3 mois, vraiment on atteint des chiffres d'utilisation vraiment importants. Mais la population qui utilise ce service, c'est une population qui est on voit bien à l'aise avec l'outil numérique. Voilà, donc on a très peu de demandes sur comment ça fonctionne, pourquoi je n'y arrive pas, etc. Il y a quelques demandes de compréhension sur l'application, mais globalement, ça fonctionne sans que la mairie ait trop à intervenir pour expliquer, etc. Ça marche vraiment plutôt bien. On a plutôt des problèmes d'usage classiques que chaque ville connaît sur la trottinette qui est quelquefois utilisée sur les trottoirs, mais en dehors de ça, on n'a pas de problématique, on va dire, d'inclusion numérique par rapport aux engins qui sont mis à disposition, qui touchent une partie de la population qui est à l'aise. Deuxième expérimentation, une navette électrique. Donc là, c'est une navette électrique qui a été mise en place pour desservir les 2 quartiers les plus excentrés de notre ville, qui était une demande des habitants depuis de très nombreuses années. Et nous avons décidé d'expérimenter une navette pour rapprocher ces habitants du centre-ville. Et donc, c'est un projet que l'on a mené évidemment avec la communauté d'agglomération qui porte la compétence réseau de bus. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire nous-mêmes directement, sauf à le financer complètement évidemment.
Et donc, l'expérimentation a démarré il y a maintenant 2-3 semaines. Et très vite, en fait, moi qui suis cadre dans une grande entreprise, qui est un pass Navigo depuis au moins 20 ans, il y a des questions que je ne m'étais pas posées, en fait, hein, et j'ai eu très rapidement des questions sur l'accessibilité à la navette, pour des personnes qui n'ont pas justement ces abonnements annuels, etc., très pratiques, qui permettent de circuler assez facilement. Et puis aussi, il y a la question de tous les types de tarifs qui existent en Île-de-France, la question de toutes les correspondances qu'on peut avoir. C'est assez complexe en Île-de-France. On a la chance d'avoir vraiment une grande multimodalité, on va dire, plein de types de transports, ce qui est très bien. Par contre, la tarification est très complexe. Et en fonction de ses revenus aussi, elle est liée l'âge aussi, puisqu'il y a des tarifications seniors, etc. Bref, c'est assez compliqué. Donc, on m'a posé plein de questions sur comment je peux utiliser la navette. On a aussi donc une application pour voir où se trouve la navette en temps réel, donc c'est très très bien. Mais il y a tout un ensemble de personnes qui m'ont dit, mais moi, j'ai juste un petit téléphone mobile tout simple avec des touches, hein, j'ai pas de smartphone, comment je vais faire? Et donc là, on a eu vraiment pas mal de difficultés. La possibilité de se renseigner en gare est beaucoup réduite maintenant aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui attachent beaucoup d'importance au fait de se renseigner, non pas en allant sur Internet parce qu'ils ont toujours certaines appréhensions, ils préfèrent aller interroger quelqu'un qui va leur expliquer. Et ça, c'est très difficile. Voilà. Et nous, la ville, on a personne pour faire ça, évidemment, hein. Donc, c'est aux élus, voilà, de bien connaître les dispositifs et d'aiguiller, mais on a une capacité assez limitée. Et donc, on doit aussi beaucoup expliquer, accompagner, essayer de se renseigner avec les opérateurs pour voir comment on peut expliquer au mieux comment rendre accessible la navette électrique aux habitants de façon assez simple. Donc, c'est très, très bien puisque maintenant, on a aussi la possibilité d'utiliser un SMS, par exemple, mais aussi la fin du fameux ticket en carton. Pour beaucoup de personnes, c'est vraiment difficile, hein, à accepter. Parce que on avait tous chez soi avant, en tout cas en Île-de-France, le carnet ticket qu'on achète au cas où on en a besoin à un moment donné. Ben là, c'est terminé. Il faut effectivement prendre un pass, donc aller s'inscrire. Et donc, ça rend la démarche assez compliquée. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à faire cette démarche-là, mais il n'y a pas l'accompagnement qui leur permet de la faire, cette démarche-là. Quand on est assez éloigné ou qu'on a une utilisation très, très limitée d'Internet et des outils numériques, voilà, il y a une marche assez haute en fait, hein, quand même. Voilà. Donc, alors quelquefois l'entraide permet de résoudre ces situations-là, des petits enfants qui vont expliquer aux grands-parents, etc. Mais bon, ça reste assez compliqué. Et quand on est dans les transports en commun en Île-de-France, la grande angoisse, hein, de chaque personne senior, c'est je me suis trompé, j'ai pas pris le bon tarif, je vais me retrouver bloqué à un tourniquet, comment je vais faire? C'est pour ça que ça crée un peu une petite angoisse en fait, hein. Alors Il y quand a, il on y a- prend la navette pour reprendre, je termine juste du quartier au centre-ville, ça va. Mais alors dès qu'on veut faire des correspondances, etc., c'est assez compliqué. Ça peut s'avérer compliqué. Merci pour ces deux exemples qui illustrent, je pense, très exactement ce que Sarah nous a dit en début de table ronde, avec deux exemples qui sont un peu à l'opposé l'un de l'autre. Une offre de service qui est réservée, peut-être pas réservée, mais en tous les cas dont s'empare la population très à l'aise avec le numérique, et puis une autre offre de service qui, elle, est plutôt destinée justement aux personnes qui ne veulent pas que le numérique soit un allié de leur mobilité, qui veulent se raccrocher à d'autres types de services. Avant de s'interroger sur la façon dont justement on peut mêler inclusion numérique et
et réduction de la fracture de mobilité. Tant qu'on est dans les offres de services et les solutions, je me disais, Olivier, que vous pouviez prendre la parole, Olivier Koch, donc pour nous expliquer ce que propose EasyPark et quelle est la façon dont justement vous voulez, avec cette solution, fluidifier la ville. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation et cet échange intéressant. Donc EasyPark, c'est une solution de paiement dématérialisé du stationnement, donc une application sur smartphone. On a à peu près 20-21 ans d'existence. On accompagne 3600 villes à travers le monde, sur 3 continents, dans 27 pays, donc un acteur majeur de la digitalisation des déplacements. Je souris par rapport à Sarah et ses remarques. Au-delà de ces grands chiffres et de ces 100 millions d'utilisateurs qu'on a de façon mensuelle, l'objectif d'EasyPark, et on parle aujourd'hui d'inclusion, c'est aussi sa vision. La vision d'EasyPark, c'est de rendre les villes plus agréables. Comment EasyPark rend les villes plus agréables? En apportant des solutions aux personnes qui sont parfois exclues de la mobilité. On peut penser par exemple aux personnes à mobilité réduite. Si vous êtes malheureusement dans une chaise roulante et que vous essayez d'être en règle lorsque vous stationnez en ville, je vous mets au défi d'aller prendre un ticket à l'Eurodateur. C'est un vrai parcours du combattant. Avec une solution digitale comme la nôtre, vous pouvez prendre directement votre ticket depuis votre smartphone, depuis le confort de votre voiture. Même remarque pour une personne qui a éventuellement une déficience visuelle, essayer de comprendre ce qui se passe sur un Eurodateur, c'est assez compliqué. Grâce à une solution comme la nôtre, vous allez pouvoir zoomer sur l'écran de façon native et être capable d'être autonome. Ça, c'est vraiment très important quand on se déplace, être capable d'être autonome, ou alors vous faire dicter ce qui s'affiche sur l'écran. Donc ça, c'est 2 exemples très concrets de la façon avec laquelle EasyPark aide les personnes à se déplacer. Mais l'inclusion, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN d'EasyPark. EasyPark, c'est 1000 collaborateurs, 84 nationalités. Donc, on réfléchit vraiment global, on réfléchit territoire. Et cette réflexion-là, elle nous permet justement d'accompagner les décideurs et de leur proposer des solutions. Il faut qu'il y ait cette réflexion au niveau territoire. Si vous prenez une solution de mobilité qui ne s'applique que dans votre ville ou que dans votre zone urbaine, ça va effectivement limiter les usages. Mais si vous avez une réflexion nationale, si vous avez une réflexion globale, forcément votre outil va être beaucoup plus utilisé et ce sera beaucoup plus simple de se déplacer. Oui, bien sûr. Ensuite, en termes de rendre les villes plus agréables, ça paraît paradoxal puisqu'on aide les automobilistes à se déplacer, mais les automobilistes ne polluent pas tous avec des véhicules thermiques. On aide aussi les personnes qui se déplacent avec de la mobilité électrique. On accompagne les 2 roues aussi. Et on sait que le stationnement, c'est quelque chose d'assez frustrant. Le stationnement, c'est en général coûteux, c'est compliqué et stressant parce qu'on ne trouve pas de place. Donc, on a mis en place des outils grâce au digital, grâce aux données qu'on remonte des informations de stationnement, des informations de paiement, et on est capable de guider les automobilistes vers des zones où le stationnement est plus simple. Donc, on va vous inviter à marcher un petit peu plus, on va vous inviter à aller vous garer dans la prochaine rue parce que vous pourrez stationner beaucoup plus facilement, vous éviterez une certaine congestion, un stress et vous serez à l'heure à votre rendez-vous. Merci Olivier pour ce petit panorama de mobilité rêvé pour le coup et en faisant lien avec ces différents exemples et avant de redonner la parole à Cathy David qui nous expliquera ce que Transdev avec sa filiale Tadao qui opère, qui est le transporteur dans le bassin de Lens-Béthune, le bassin minier dans le Pas-de-Calais. Avant de redonner la parole à Cathy, je voulais vous faire réagir, Emmanuel Van Damme, sur ces différentes solutions qui ont été présentées, ce que Olivier Koch vient de nous exposer avec EasyPark ou ce que monsieur l'adjoint au maire de Houille nous présentait également en 2 solutions très différentes. Quel est le point de vue de l'acteur de médiation numérique que vous êtes sur ces différentes solutions et comment faire pour qu'elles soient vraiment accessibles à tous et toutes?
Bonjour à toutes et à tous. Alors pour expliquer en 2 mots, d'où je parle et ce que fait Pop et comment Pop intervient sur ce sujet-là et réagir effectivement à ce qui a pu être dit. Pop, c'est un groupe d'entreprises, sociales intervenant dans le numérique, qui s'est fixé pour objectif de faire société numérique, c'est-à-dire, accompagner cette transition numérique de la manière la plus inclusive, la plus, créative possible. On fait ça à travers 5 activités: Pop School, une activité de formation, inclusive; Pop Café, qui sont des lieux de médiation dans des lieux de vie; Pop-up, qui est une activité de design de politique publique, d'accompagnement de projets d'intérêt général; la FabNum, qui sont des Fab Labs d'insertion par le numérique pour des jeunes éloignés de l'emploi. Et puis, on est impliqué dans 3 hubs, les hubs numériques inclusifs, les assembleurs en Hauts-de-France, Franciline en Île-de-France et Hub Est dans le Grand Est. À travers cette cette présentation des activités, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de répondre aux enjeux sociaux et sociétaux de la transition numérique. Et ça nous a amené en fait à adopter une vision assez large du sujet de l'inclusion numérique, de l'ancrer sur les territoires et de repartir plutôt du territoire, de la société, pour arriver à ces sujets de médiation numérique. Et si on adopte ce point de vue-là, ben évidemment, on est amené à considérer que, l'inclusion numérique, n'est pas, un petit secteur, fermé qui a des, tenants et aboutissants qui lui appartiennent, simplement d'aider des gens, dans leurs usages du numérique, mais qu'au contraire, il peut être très intéressant de prendre en compte une forme d'extension du domaine de l'inclusion numérique et d'aller voir un peu ce qui se passe dans d'autres sujets, d'autres secteurs. Ça peut être le cas de la santé, de l'éducation, du commerce de proximité, de l'alimentation, du logement social et évidemment de la mobilité. Et en repartant en fait de ce qui se passe sur ces sujets-là, de voir comment la médiation numérique peut participer à des réponses, peut, converger avec les problématiques qui sont soulevées. Et là, je pense qu'à travers les différents exemples qui ont été soulevés, ça apparaît évidemment, assez évident, de la manière dont, le fait d'accompagner les usages peut venir en réponse à des besoins d'acteurs de territoire, comme c'est exprimé sur Ouïe, à des opérateurs de solutions comme EasyPark ou à la problématique d'un opérateur de transport. Si on reprend un peu donc ce sujet de la mobilité par rapport à nos différentes activités, Cathy l'a mentionné tout à l'heure, on a mené en 2021-2022 une mission un peu au long cours pour Tadao. Donc c'est Pop-up, notre activité de design de service qui a mené ça. Donc une démarche entre guillemets classique de design de service, une immersion assez longue sur le territoire, une problématisation des difficultés rencontrées, une phase d'idéation, une phase de prototypage et d'expérimentation de différents sujets. Et et en l'occurrence, là, ça a mené à 3 solutions. Alors, on partait pas du tout d'un contexte numérique. On était vraiment sur la mobilité inclusive, dans des QPV, du bassin minier, donc des territoires quand même qui, cumulent à la fois des enjeux sociaux assez forts et puis de vraies problématiques de mobilité très spécifiques d'ailleurs à ce territoire, un habitat très diffus, assez peu d'infrastructures, et cetera. Et finalement, le numérique, est arrivé comme élément de réponse à cette problématique de la mobilité inclusive. Donc là, en l'occurrence, ça a donné lieu à 3 expérimentations. On verra si on est encore, en phase, expérimentale et on verra si ça mérite d'être généralisé. Mais une chasse au trésor en réalité augmentée qui a consisté à inciter à la mobilité, qui est une solution qu'on a retenue pour impliquer notamment des publics jeunes qui étaient assez peu familiers finalement des offres de mobilité, qui a plutôt bien fonctionné. La création d'une borne automatisée aussi pour réaliser son abonnement transport, des actions des actions de médiation numérique dans un centre commercial. Donc là, on a combiné médiation numérique dans un centre commercial et vente de services autour de la mobilité. Et puis un projet autour des déplacements intermodaux avec un test d'autopartage, un autre test sur le couplage vélo plus bus.
D'autres petits exemples avant d'arriver à juste deux petits constats clés que je voudrais partager. Dans les hubs dont je parlais, les assembleurs, Franciline, Hub-Est, la mobilité fait très clairement partie des sujets de la feuille de route. Ce n'est pas encore forcément des sujets qui ont été explorés par ces hubs, parce que les hubs sont sollicités par de nombreux acteurs. Il y a de nombreux sujets explorés dans les hubs, mais ça fait très clairement partie des sujets qu'on souhaite creuser, qu'on souhaite explorer. On l'a fait par exemple sur le sujet du commerce et des TPE, on l'a fait sur le sujet de l'éducation, on l'a fait sur le sujet de la santé. Donc la mobilité fait partie de des prochains sujets. À Pop Café, on a également une réflexion sur ce sujet. On a développé à Pop Café, notamment dans le café à Los Angoel. Los Angoel, c'est un petit village sur le territoire de Tadao, en l'occurrence, mais les deux démarches n'avaient pas forcément de rapport au départ, mais on a expérimenté dans ce Pop Café donc plutôt rural un serious game sur mobilité et numérique qui a répondu à l'enjeu, en fait, là aussi, de toucher un public différent du public, toucher le public qui ne vient pas forcément dans les lieux de médiation numérique, toucher un public qui n'a pas forcément des facilités de mobilité, mais qui n'a pas non plus qui n'est pas forcément dans une démarche consistant à se dire en fait, je suis un petit peu limité à ma mobilité, je vais essayer de trouver des solutions. Donc, le pari de Pop Café, c'est de dire on a un café, les gens viennent dans le café, boire un café, rencontrer des gens, etc. Et puis, on leur fait des propositions. Là, en l'occurrence, une proposition de tiens, est-ce que ça vous intéresse de découvrir un peu le sujet mobilité numérique et ça a plutôt bien fonctionné. Il y a des habitants de Los Angeles qui se sont prêtés au jeu, qui ont à travers ce serious game qu'on est en train de dupliquer dans d'autres cafés, pu avoir des éléments de réponse à leurs problématiques d'inclusion numérique ou de mobilité inclusive. Les deux idées, moi, qui me semblent importantes là, par rapport à ce que je décrivais là, puis ce qui a été dit dans les autres interventions, c'est je pense qu'il est assez pertinent, et le sujet de la mobilité s'y prête très bien, à ne pas distinguer de manière trop étanche la démarche de médiation et la démarche d'accès à des services. Ça, c'est un sujet qui moi, m'anime beaucoup et auquel on réfléchit notamment dans le cadre de Pop Café, c'est de dire essayons d'éviter de cantonner les acteurs de la médiation numérique à simplement un petit sujet, un petit secteur qui est l'inclusion numérique. Si on tire le fil de l'inclusion numérique, forcément, on arrive sur d'autres sujets de mobilité, de santé, d'alimentation, tous les exemples que je donnais tout à l'heure. Et donc, il est très pertinent que des lieux de médiation numérique soient aussi des lieux qui permettent de déployer des services. Et en l'occurrence, sur les services de mobilité, il y a assez souvent besoin de relais locaux, de derniers kilomètres du service. Ça peut être des endroits où on vient stocker des trottinettes, ça peut être des endroits où on vient recharger son titre de transport ou se créer un abonnement. Ça peut être des lieux où on vient s'inscrire sur une plateforme de covoiturage. Voilà. Aujourd'hui, les lieux de médiation se vivent beaucoup comme des lieux consistant à résoudre des problématiques numériques, individuelles, avec une dimension sociale assez forte, et ne se voient pas toujours comme des lieux au service d'une transition et d'un équipement numérique du territoire. Or, je pense que moi, c'est vraiment leur vocation. C'est d'ailleurs aussi une façon de consolider leur modèle économique. Et quand on parle la mobilité, comme d'autres sujets, c'est quand même beaucoup de l'économie de plateforme. Les ondes EasyPark, c'est un exemple parfait. On peut prendre l'exemple de Blablacar ou voilà, d'autres opérations, d'autres services comme ça de mobilité sont des plateformes. Dans cette économie des plateformes, moi, ça me semble très important de reterritorialiser, puis de redonner aussi de la valeur au territoire. Et donc, en l'occurrence, il y a aussi des plateformes coopératives, comme Mobicop, par exemple, qui est une plateforme de covoiturage, qui est particulièrement intéressante parce qu'elle joue sur les deux tableaux. Non seulement elle permet de développer la mobilité, mais par un modèle économique coopératif, elle permet aussi de repartager la valeur sur le territoire. Donc, moi, je crois beaucoup à cette articulation entre services et médiation. Et puis, dernier point, on peut aussi, sur le sujet particulier de la mobilité, imaginer, comme ça s'est fait
avec Tadao, qui a mené une expérimentation de faire de l'inclusion numérique dans les bus, que moi je trouve génial. On peut aussi se donner le droit de se dire, puisqu'on pourrait mettre de la mobilité dans les lieux de médiation numérique, on pourrait, la réciproque est vraie aussi, on pourrait aussi venir mettre de la médiation dans les services de mobilité. Ce qui a un avantage énorme, c'est d'aller au-devant des publics concernés par les problématiques de médiation numérique et d'aborder aussi le sujet de la médiation numérique autour d'un besoin très concret. Quand on fait venir quelqu'un dans un lieu de médiation numérique, on présuppose que la personne a un besoin et vient trouver une réponse à son besoin dans ce lieu de médiation. Quand on est dans un bus, assez naturellement, on peut aller à la rencontre des voyageurs et leur dire est-ce que pour vous, dans votre expérience de transport, vous maîtrisez assez bien les sujets numériques et comme ça a été dit par la plupart des intervenants, comme la mobilité, comme plein d'autres secteurs, se numérise, que la numérisation laisse plein de gens au bord de la route, il y a évidemment des besoins. Mais aller au-devant de ces besoins et proposer de la médiation numérique dans un bus, c'est évidemment très, très différent que simplement de dire, par exemple, aux usagers d'un réseau comme Tadao, allez dans des lieux de médiation. Là, on va beaucoup plus loin. Et du coup, ça a aussi, ce serait mon dernier point, l'avantage de désiloter quelque part les questions de médiation numérique, de mobilité, en considérant que finalement, on peut avoir une réponse un peu plus globale, un peu plus générale à des problématiques qui sont très souvent liées. Beaucoup de personnes qui sont en situation de fragilité numérique sont aussi en situation de fragilité de mobilité, enfin, si on peut le dire comme ça, ou en tout cas de difficultés sur leur mobilité. Et le fait d'apporter une réponse globale à ces deux problématiques, évidemment, ça enrichit considérablement les deux approches. Voilà. Donc, voilà. En conclusion, merci beaucoup à la Mednum d'avoir choisi ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet d'exploration qui permet de réinterroger pas mal de questions autour de la médiation numérique et de confronter aussi différents réseaux d'acteurs. Enfin, je trouve ça très, très intéressant d'avoir les gens qui sont autour de la table aujourd'hui qui viennent apporter des regards très différents sur nos sujets. Merci beaucoup Emmanuel. Et avant, même si nous arrivons déjà au terme de notre table ronde, si nous voulons tenir le timing, mais avant de faire réagir et Olivier et Monsieur Oudrachi sur cette possibilité, sur cette opportunité qu'offrent les questionnements autour de la mobilité pour faire de la médiation numérique. Je voulais redonner la parole à Cathy David parce que Emmanuel Van Damme vient de nous présenter différentes expérimentations menées par Tadao et qui ont été menées avec Pop ou dont Pop a accompagné la réflexion. Mais vous m'avez parlé aussi, Cathy, d'une expérience qui me semble intéressante parce que c'est un peu l'inverse ou le contre-pied. Enfin, c'est évidemment pas, il n'est pas question d'opposer, mais une démarche un peu inverse. Vous avez évoqué, vous m'aviez parlé de casques de réalité virtuelle pour un apprentissage à la mobilité, justement, que la mobilité se fasse via cet outil numérique qui est la réalité augmentée. Est-ce que vous voulez bien en dire un petit mot? Et puis, je finirai par vous faire réagir et Monsieur Koch et Monsieur Audrechy avant un petit mot conclusif par Sarah. Mais donc, Cathy, je vous laisse nous parler de cette expérience en quelques minutes, si vous voulez bien. Oui, merci Sylvie. Alors effectivement, je reviens sur les propos d'Emmanuel. Il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de Transdev, en tant qu'opérateur de mobilité filiale de la Caisse des dépôts, on a un engagement, bien entendu, de mobilité universelle sur les territoires pour le compte des collectivités pour lesquelles nous opérons les transports. Et évidemment, ces sujets de mobilité inclusive, on les travaille déjà depuis plusieurs années sur les zones peu denses et rurales et aussi sur les zones plus denses. On parlait notamment de
houille tout à l'heure, mais effectivement, les freins à la mobilité peuvent aussi exister pour diverses raisons. Donc, comment on accompagne à la mobilité? Alors, Sylvie, si vous me permettez, je vais juste citer 2 exemples. Excusez-moi. Le Tant que premier, vous en le fait, faites plus ou moins je le fais rapidement. rapidement. Pardon. Alors, le premier exemple, en fait, qui a été de remettre en mobilité les habitants d'un territoire. Comment on acculture à la mobilité, comment on lève les freins, évidemment sur un territoire enclavé, et comment on accompagne aussi à l'usage du numérique pour lever ces freins. Et donc là, effectivement, c'est un sujet sur lequel on avait travaillé, avec Emmanuel au niveau du sud avesnois, de Fourmies, hein, qui est au sud du département du Nord, dans les Hauts-de-France, qui est un territoire rural plutôt enclavé, sur lesquels il y a des vrais freins de mobilité. La première fois qu'on a rencontré le maire, de cette ville, de Fourmies, il nous a dit: «Chez moi, les habitants, le taux d'équipement est de 80 à 90 en termes de smartphones, voilà, il y a pas les difficultés en tout cas d'équipement. Par contre, l'usage qui est fait de ces smartphones reste très limité. Chercher un itinéraire, se géolocaliser, savoir de quelle manière on peut se déplacer et quels sont les modes de transport en présence, ça reste quelque chose de très compliqué. Donc au-delà des questions de mobilité et de cette fragilité que certains publics peuvent avoir, il y avait aussi, la question de l'accès à l'information. Donc ce sont des choses que l'on a, travaillées, notamment dans le sud avesnois, qu'on a co-designé notamment avec Pop, justement on a fait émerger 6 solutions, en fait, 3 solutions qui étaient en lien avec des modes de transport et donc qu'on a expérimenté, donc transport à la demande, location de vélos en libre service, covoiturage rural, mais 3 solutions d'accompagnement aussi. Une plateforme numérique de service, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez vous déplacer, vous avez une application, pour, voilà, prendre tel mode de transport, une application pour, louer des trottinettes, une application et cetera. Donc ça engendre une multitude aussi de fenêtres quelque part en termes de services de mobilité. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir cette suite servicielle, heu, en fonction des territoires et des agglomérations. Sans aller jusqu'aux masses aujourd'hui, pour les différents publics, c'est difficile d'accéder aux différentes solutions de mobilité parce qu'il faut télécharger plusieurs applications, faire plusieurs recherches sur des portails différents, ce qui complique, l'usage, bien entendu. Donc, dans le cadre de cette expérimentation, on a développé aussi une plateforme numérique de services qui regroupe l'ensemble des services du territoire, y compris, les offres d'emploi, le tourisme, l'attractivité et cetera. Donc, on va quelque part plus loin aussi que les seules solutions de mobilité. Des ateliers de coaching mobilité, mais qui ont aussi permis d'accompagner des publics dans la prise en main de ces outils. Comment je fais une recherche d'itinéraire? Comment j'arrive à connaître la tarification du TER, qui passe sur ma commune? Comment, je peux, louer un vélo? Et cetera, et cetera. Et puis, une maison de la mobilité aussi, toujours dans l'accompagnement, avec la mise en place notamment de tablettes, digitales en libre service, permettant aussi aux habitants de venir faire une recherche d'itinéraire ou au moins d'être conseillés sur leurs recherches ou, de pouvoir trouver leur solution au travers de cet outil numérique et ensuite de le transposer sur leur smartphone. Voilà, donc ça, ce sont des usages qui ont permis, bien entendu, de travailler sur ces questions-là. En parallèle, sur cette commune, un Fab Lab a été lancé, et puis, tout le dispositif d'accompagnement justement, sur le sujet de l'inclusion numérique a été travaillé notamment avec la Fondation Orange, pour, permettre aux habitants de s'acculturer justement à l'usage de ces différents, services. Et le deuxième exemple, donc Sylvie, c'est celui que vous avez cité, c'est celui des casques de réalité augmentée dans le bassin minier dont Emmanuel a parlé tout à l'heure. Donc juste pour, recontextualiser, effectivement, dans le bassin minier, le réseau Tadao que nous opérons, couvre 3 agglomérations, 650 000 habitants, 150 communes et sur ces 150 communes, on y trouve 46, quartiers politiques de la ville, donc avec un vrai sujet et de vraies fragilités en termes de mobilité. Et donc, effectivement, on a travaillé sur 2 projets majeurs pour lever les freins à la mobilité, notamment sur les quartiers politiques de la ville, dans le cadre de co-construction avec les habitants, donc sur des sujets de mobilité, mais pas que, aussi sur ces questions de l'accès à l'information.
Et puis, nous avons travaillé sur le développement aussi d'une plateforme de mobilité pour accompagner les personnes qui sont dans des parcours d'insertion, justement dans leur recherche de solutions de mobilité, mais aussi dans l'usage du numérique qui leur permet de mettre en forme leur parcours d'insertion. Alors évidemment, ces casques de réalité augmentée, en fait, nous avons élaboré avec, Moby notamment et puis donc, Emmanuel, qui est ici présent, un jeu immersif d'apprentissage à la mobilité. Parce que comme on l'a dit dans les propos, introductifs, la mobilité ne se décrète pas, elle n'est pas innée non plus chez l'ensemble des habitants et donc effectivement, ce jeu immersif s'adresse plutôt, on va dire, à un public jeune ou, de jeunes adultes, en tout cas confrontés aux problèmes de mobilité quotidienne. Heu, dans ces casques, en fait, ils y découvrent des environnements urbains, périurbains, dans lesquels ils peuvent, évoluer, rechercher des itinéraires, faire des choix de trajets, de modes de transport. Et ils peuvent aussi être, confrontés à des problèmes pratiques tels que, se géolocaliser sur Google Street View, acheter un titre de transport, utiliser un valideur, dans le bus, lire un plan de réseau et cetera. Donc c'est une sorte de serious game en fait qui accompagne les jeunes dans leur apprentissage de la mobilité, avant de le vivre de manière, réelle quelque part. Mais, l'idée c'est vraiment d'utiliser cet outil comme un outil d'apprentissage et d'acculturation, heu sur ce sujet. Et donc, au travers de la plateforme de mobilité, que nous accompagnons, évidemment, on s'est bien rendu compte qu'il était nécessaire de faire un travail sur la médiation numérique et donc c'est un travail qu'on a lancé dans le cadre du plan, France Relance notamment. L'idée, c'est plutôt de mener un accompagnement, numérique auprès des publics, qui sont éloignés de la mobilité et de l'emploi notamment et qui sont dans des difficultés aussi d'usage, du numérique. Donc ces ateliers ont pour but de les aider à appréhender, les différents dispositifs et finalement, au travers de ces exemples, cela illustre aussi, le fait que, on dépasse finalement notre rôle de simple opérateur de mobilité puisqu'aujourd'hui, on doit être dans un accompagnement, pour, la mobilité, donc par l'usage du numérique, par, justement, voilà ou par exemple le numérique au service aussi de cette, médiation, sociale finalement. Merci, merci beaucoup, Cathy, pour cette illustration. Pour terminer notre table ronde, je voulais vous demander, Olivier, et puis ensuite, je vous laisserai pour finir la parole, Monsieur Audrechy, mais pour 1 minute chacun, soyez gentils. De réagir sur cette idée que Olivier Coche, qu'est-ce que ça vous inspire que votre outil, l'outil que vous avez imaginé, élaboré pour qu'il soit le plus efficace possible, qu'il soit un outil aussi de gestion des flux pour les collectivités qui le mettent en place. Est-ce que vous l'avez déjà imaginé comme un éventuel objet de médiation numérique? Et est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que ça vous paraît très pertinent? Qu'est-ce que ça vous inspire? L'avantage d'une solution privée, c'est les moyens derrière pour accompagner les utilisateurs. Le client est au cœur de notre expérience et on a sur nos 1000 collaborateurs, 200 collaborateurs qui sont dédiés, qui sont des collaborateurs EasyPark, à faire de l'accompagnement client. Donc, vous avez un numéro de téléphone, vous avez une adresse email, vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp, nous contacter sur Facebook et vous allez tomber sur un opérateur EasyPark qui sera là pour vous accompagner et vous aider. On a récemment fait une étude auprès de 1000 seniors britanniques. Le problème, c'est pas de détenir un smartphone, c'est d'être capable de s'en servir. Donc, ils nous ont tous dit, plus de 85%, aucun problème, on a un smartphone, on sait l'utiliser. Par contre, on a besoin du petit-fils, on a besoin de notre fille pour configurer l'application, créer un compte, etc. Donc, ces informations-là, on les a digérées, on a simplifié l'expérience pour créer un compte utilisateur. Donc, en 3 actions, vous pouvez créer votre compte. Et on a mis en place aussi, on est une des dernières solutions à le proposer, un serveur vocal interactif.
Donc, vous ne savez pas lancer D'accord, une application sur smartphone. Ça consiste en quoi, ce serveur vocal interactif? C'est un peu à l'ancienne, hein, pardon, mais vous appelez un numéro de téléphone et vous allez avoir une voix préenregistrée qui va vous demander, en tapant simplement sur votre téléphone, quelles sont les actions que vous souhaitez faire. Vous guidez dans l'utilisation. Voilà. Vous souhaitez vous stationner dans telle ville, tapez 1, avec telle plaque d'immatriculation, tapez 2, etc. Et donc, c'est encore utilisé de façon assez forte dans certains territoires. Et donc, on voit qu'en réfléchissant à des moyens d'inclure certaines populations qui sont moins digitales, on arrive à trouver des solutions. Et je pourrais prendre d'autres exemples sur des personnes qui n'ont pas forcément une carte de crédit. Vous êtes un artisan, vous intervenez sur Paris, vous n'avez pas forcément une carte de crédit professionnelle. Comment vous payez votre stationnement aujourd'hui? Il vous faut une solution, comme la nôtre, entre autres, pour avoir une facture en fin de mois et régler vos stationnements. Donc ça, c'est typiquement ce qu'une solution digitale peut apporter, des solutions pour inclure plus de personnes. C'est ça, l'inclusion au sens large. Merci beaucoup, Olivier. Merci de votre célérité. Par ailleurs, des questions vous seront certainement posées. Avant de clore notre table ronde, Monsieur Audrechy, j'avais la même question que celle que je viens de poser à Olivier Coche. Est-ce que par exemple, l'application qui a été imaginée pour accompagner la navette électrique proposée désormais aux habitants de Houille, est-ce que cette application pourrait devenir un objet de médiation numérique, et notamment avec les populations qui seraient clients de cette navette? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi, ou peut-être que vous voudriez mettre en place à la suite de nos échanges? Merci déjà pour les échanges, c'était vraiment très intéressant, et ces sujets de médiation numérique allant sur la mobilité, mais pas seulement, en élargissant. J'ai bien aimé la médiation dans le bus aussi, très bonne idée. Ensuite, l'application, c'est pour moi, c'est pour un usager qui est déjà à l'aise, entre guillemets. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que quand on pense usage fluide au quotidien, il faut prévoir toujours le volet accompagnement pour mettre le pied à l'étrier de ceux qui ne sont pas encore à l'aise. Et souvent, cette partie-là, on peut l'oublier ou la sous-estimer. Et cette partie voilà, permettre aux gens qui ne sont pas encore à l'aise de le devenir, avec de l'humain, avec des gens qui sont là pour expliquer physiquement ou par téléphone. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger, parce que vraiment, c'est vraiment un accompagnement un peu personnalisé, mais qui est pour moi nécessaire. C'est-à-dire, après, une fois qu'on est à l'aise, effectivement, on télécharge des applications et ça va. Mais il faut vraiment prévoir toujours au départ cet accompagnement qui peut se faire donc, de différentes façons, téléphone, médiation dans le bus, etc. Et là-dessus, merci pour tous les échanges de ce matin qui donnent de très bonnes idées. Mais après, l'application qui est prévue sur la navette électrique aujourd'hui, elle est là pour juste indiquer la position de la navette. Elle ne va pas beaucoup nous aider pour l'accessibilité aux personnes qui ne l'utilisent pas encore et qui se posent des questions sur quel tarif, quelle correspondance, etc. Elle n'est pas faite pour ça. Et là encore, il faudra mettre pas mal d'humains, je pense. Merci beaucoup pour cette conclusion, Monsieur Audrechy, parce que voilà, je posais la question de est-ce qu'un outil numérique peut être un objet de médiation? On a vu que ça peut être le cas, mais le principal acteur de la médiation, ça reste l'être humain. C'est peut-être ce que je retirerai de votre propos. Avant de vous laisser la parole pour quelques questions, Sarah, est-ce que je peux vous demander un petit résumé avec valeur ajoutée, si vous étiez d'accord, s'il vous plaît. Et puis très court, évidemment. Mais qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces différents exemples, et puis la façon de prendre ce sujet à bras-le-corps, celui de la fracture de mobilité et de fracture numérique? Merci. Alors, c'est très, très honorifique ce que vous dites, mais d'abord, c'est très intéressant. Vraiment, et je vois qu'il y a beaucoup d'expérimentation. C'est intéressant aussi de dire qu'il ne faut pas fractionner le territoire. Il faut penser global, ce que disait mon voisin à juste titre.
J'ai l'impression, en introduction, d'avoir fait un petit peu poil à gratter. Je voudrais dire quand même que je ne jette pas le numérique urbain, très loin de là. L'intérêt du numérique dans la ville, et je pense que c'est quelque chose que ça a beaucoup fait changer, c'est qu'avant, on voyait la ville un petit peu de façon statique, avec des plans masse. Le numérique permet de considérer la ville en flux, comme une mécanique des fluides. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire on a 1000 voitures, donc on a 1000 places de parking, maintenant on sait que on a 1000 voitures, mais on en a tant à telle heure, tant à telle heure. Donc ça change beaucoup les choses et ça permet de rendre effectivement la ville plus fluide et moins engorgée. Ça, c'est pour le côté positif. Pour conclure sur le sujet de façon très rapide, je voudrais dire la mobilité, c'est pas tellement une somme de déplacements, c'est un programme d'activité. L'important, c'est pas de bouger pour bouger, l'important, c'est de se diriger quelque part. Donc, pour inclure les gens dans la mobilité, il faut leur donner une raison de bouger, une envie de, j'allais dire, c'est presque existentiel, comme est-ce que je reste sur place parmi les miens, là où je suis, ou est-ce que je me dirige quelque part, est-ce que je change, est-ce que j'évolue? C'est la mobilité, c'est pour ça qu'on dit mobilité plutôt que de transport, c'est aussi une mobilité d'esprit, c'est aussi une mobilité de vie, c'est aussi une mobilité dans le temps, c'est une mobilité existentielle. Il faut avoir une raison de se déplacer, il faut avoir une envie, il faut avoir un désir, il faut avoir les moyens intellectuels, immatériels. Encore une fois, c'est plus un programme d'activité qu'une somme de déplacement. Bon, merci beaucoup, Sarah, et de rappeler un peu l'essentiel en conclusion, que la mobilité n'est pas gratuite, dans le sens. Alors, je prends mon matériel. Pour poser quelques questions avant de voir ce que nos auditeurs et auditrices à distance peuvent se poser comme question. Est-ce que l'une ou l'autre personne de la salle voudrait prendre la parole en direct de façon vivante? Oui, faire passage de micro. Merci. Monsieur, donc. Oui, merci de me donner la parole. Vincent Lescarrette, Ligue de l'enseignement, Fédération de Paris. Juste, pas une interrogation, mais des points de réflexion par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport à ce que vous disiez, madame, là, par rapport, moi, je sens avec le numérique un changement de paradigme dans son rapport à la mobilité. Autant avant, on prenait des transports collectifs, par exemple, on prenait le train, on prenait les bus, etc. Maintenant, on nous demande, il y a une injonction qui est liée au numérique, à stratégiser, avoir une démarche beaucoup plus personnelle dans sa mobilité, dans ses déplacements. On voit très bien qu'on va aller dans des hubs où on va avoir accès à plusieurs moyens de transport, plusieurs moyens de mobilité. Et donc, il y a ce petit changement de paradigme-là qui fait que voilà, on est dans une autre dimension de la mobilité. On en pensera ce qu'on en veut, mais moi, je pose ce constat-là. Et deuxième chose, c'est, vous évoquiez tout à l'heure Blablacar, et c'est vrai que de plus en plus, le numérique, on en pensera aussi ce qu'on veut, marchandise la mobilité. Vous évoquiez l'autostop, c'est vrai qu'avant, c'était du pro bono, les gens nous amenaient. Maintenant, on a un rapport commercial quand même quand on prend le Blablacar. Celui qui nous conduit a j'allais dire une obligation de résultat, une obligation de nous amener à l'endroit désiré. Et puis, on peut très bien imaginer que dans ces mobilités, le fait d'être géolocalisé fera qu'on va recevoir, et peut-être que ça se fait déjà, des publicités qui sont géolocalisées elles-mêmes. Voilà. Donc, ces petits points de réflexion là par rapport à tout ce qui a été dit ce matin. Merci. Merci beaucoup. Oui, je vais peut-être je vais donner mon micro à Sarah parce que je pense que ça fait tout à fait écho à ce que vous disiez en introduction. Alors j'allais dire, la publicité, ça se fait déjà, hein. Vous connaissez l'adage, hein, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc voilà, si vous voulez être aidé pour rien, il faut bien que l'entreprise se rémunère quelque part. Et ce que vous dites vous parlez d'injonction à la stratégie, je dirais c'est un mouvement global de la société. On peut en parler par exemple dans le secteur
médico-social, on dit aussi maintenant on va centrer les parcours sur l'individu. On est dans une société où l'individuation, je dirais pas l'égoïsme, vous pouvez le voir également comme ça, mais là où il y avait des corps constitués, où on suivait un parcours scolaire, professionnel de façon assez rigide, finalement l'individu s'adaptait à l'institution. Maintenant, on dit il faut être centré sur la personne. C'est très bien, et comme tout envers, ça a son revers. Merci, Sarah. Merci pour cette poursuite de réflexion. Alors, quelques questions posées en direct. Une question que je voudrais poser et à Olivier, puis peut-être à Emmanuel Van Damme également. Une participante à distance se pose la question des applications de transport public qui demandent non seulement un smartphone, mais aussi des smartphones récents, comme celle de Lyon, qui demande des smartphones avec la fonctionnalité NFC, nous dit-elle. Est-ce que ça vous inspire, Olivier? Est-ce que dans les réflexions de développement de l'application EasyPark, c'est une question dont vous tenez compte? Parce que, enfin, je trouve la question très intéressante parce qu'elle permet d'aborder une question dont on n'a pas du tout parlé ce matin. C'était pas l'objet, donc c'est normal, mais qui est la question de la sobriété. Et c'est vrai qu'une des parts de la sobriété numérique, c'est celle de ne pas renouveler ces appareils. Alors, est-ce qu'on tient compte de ça quand on développe une application? Et puis, voilà, je demanderai aussi à Emmanuel Van Damme de réagir à cette question. Mais Olivier, je vous laisse commencer. Merci, oui. Alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est un peu indépendant du matériel installé de notre côté. Donc, on est beaucoup plus réactif et flexible. La question du contrôle d'accès, on se la pose puisqu'on permet le paiement dans les stationnements à barrière. Et on a expérimenté tout un tas de médias d'accès. Et on s'est rendu compte au final qu'une chose aussi simple qu'une plaque d'immatriculation avec une caméra permettait d'ouvrir et de fermer des barrières. Mais dans l'exemple qui est cité par notre auditrice, voilà, ce sont des investissements sur du matériel qui ont été faits il y a quelques dizaines d'années et on peut toujours le mettre à jour. Mais voilà, il y a une réflexion qui est faite et lorsqu'on décide de ce type de projet, on part sur du matériel existant et des technologies existantes. Donc, peut-être conseiller à l'agglomération de Lyon, je ne sais pas qui est-ce qui gère les transports en commun, mais d'essayer de mettre à jour leur matériel et de proposer un système de lecture de QR code, par exemple, qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, notamment pour les personnes qui ne disposent pas de NFC sur leur smartphone. Non. Bon, merci. Emmanuel Van Damme, est-ce que c'est une question, celle de l'obsolescence ou pas des appareils, une question qui se pose quand on réfléchit aux dispositifs de médiation numérique? Oui, c'est clairement une question récurrente, hein, parce que quand vous avez un public qui a déjà du mal à prendre en main un smartphone, puis qui a déjà fait un effort cognitif, des fois financier, et qui ont dit non, mais attendez, votre matériel, là, c'est complètement obsolète, il faut passer à une nouvelle technologie. C'est évidemment pas facile à admettre, à comprendre, d'autant plus que il y a vraiment des vrais enjeux d'acceptabilité. Pour accepter une nouvelle technologie, encore faut-il la comprendre. Et cette phase d'accompagnement dans la compréhension de nouvelles technologies, elle est assez rarement faite, c'est pas du tout évident. Des sujets comme la NFT, c'est pas simple techniquement. Il y a des enjeux de données qui sont pas du tout faciles à comprendre, même pour des gens un peu qui ont une bonne appréhension du numérique. Moi, j'avoue que j'ai une idée assez floue de où passent mes données quand je passe mon téléphone NFT sur une borne de transport, etc. Et donc, ça suscite des freins, des craintes, des appréhensions qui sont parfaitement légitimes, qui peuvent, dans une bonne partie des cas, être
être levé par un travail d'accompagnement, d'explication. Voilà. Mais là, le problème, c'est que ce type de technologie, ça a été le cas de la 5G, c'est le cas de. Enfin, il y a vraiment de nouvelles technologies qui arrivent et qui demandent toutes à être accompagnées. Et quand on parle de smart city ou technologie intelligente, enfin, c'est vrai qu'il faut toujours ramener ça aussi au fait que plus les technologies sont intelligentes, plus il faut travailler sur l'intelligence sociale, sociétale et la prise en compte par la société et les individus qui composent cette société de ces technologies pour qu'elles trouvent leur juste place et que peut-être dans certains cas, elles ne soient pas admises pour de bonnes raisons. Hein. Je pense qu'il y a parfois plein de bonnes raisons de ne pas accepter certaines technologies. Hein. Bon, je sais pas, on peut faire de la vidéosurveillance partout, c'est tout à fait possible, mais est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense que non, par exemple. Et on peut générer des données de mobilité assez facilement aujourd'hui à travers plein d'actes de mobilité que l'on peut avoir. Est-ce que c'est une bonne idée? La question se pose aussi. Donc, c'est vrai que c'est un sujet complexe qui touche à la fois il y a des questions simplement entre guillemets, de simple explication et sensibilisation, mais qui sont un préalable. Et une fois que ce travail de sensibilisation est fait, après vient la question de décider, que chacun décide ou que collectivement il y ait des décisions ou des prises de position sur la pertinence et l'acceptabilité sociale de différentes technologies. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate que malheureusement, ce type de choix technologique, en fait, fait l'objet de très, très peu de débats. Il y a très peu d'endroits où on peut discuter de ça. Voilà, sans vouloir toujours tout ramener au lieu de médiation numérique, mais je pense que les lieux de médiation numérique pourraient être de très bons endroits, de très bons lieux pour discuter de l'acceptabilité de ces technologies et accompagner des changements d'usage en impliquant les usagers de manière, pas simplement en leur disant « bon, là, vous n'avez rien compris, vous n'êtes pas très bon, vous n'êtes pas très dégourdi en numérique, c'est pas grave, on va vous expliquer comment faire », mais en expliquant vraiment et en donnant les tenants et les aboutissants de ces différentes technologies et en amenant chacun à se positionner sur le choix d'en faire un usage ou pas. C'est ça, en laissant les utilisateurs et utilisatrices, usagers, usagères, en position de formuler leur choix. Merci beaucoup, Emmanuel, pour la réponse à cette question. Alors, bon, on est en retard, très en retard. C'est grave ou pas? Non. On peut prendre une dernière petite question alors, j'ai une dernière question à posée aussi par une personne à distance qui se demande quelles sont les solutions de mobilité utilisant ou non le numérique qui seraient les plus performants sur les territoires ruraux. Et pour ça, je vais poser la question à Monsieur Audrechier. Alors, je sais que Houille ne peut pas être considéré comme un territoire rural. En revanche, le 78 si, les Yvelines, bien. Est-ce que vous avez un élément de réponse à apporter sur cette question et en rappelant les solutions développées à Houille, c'est-à-dire une solution très axée sur le numérique et l'autre pas du tout avec la navette électrique. Est-ce que en 30 secondes, Monsieur Audrechy, vous auriez une réflexion à apporter sur les solutions de mobilité performantes sur les territoires ruraux, dans les territoires ruraux? C'est vrai que où il n'est pas vraiment donc justement un territoire rural, mais dans les Yvelines, il y a quand même beaucoup de territoires ruraux, puisque c'est l'essentiel du territoire d'ailleurs. Et on a beaucoup de personnes qui viennent de l'urbain et qui vont s'installer dans ces territoires ruraux. Et évidemment, leur avec première des demande… habitudes de transport Voilà. à transposer, justement. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont très en demande. Et effectivement, la question, c'est comment je rejoins finalement la gare la plus proche. C'est souvent ça, la question qui est posée. Parce que les gens ont naturellement des véhicules pour les autres déplacements, mais comment je fais pour rejoindre une gare? Et donc, il y a différents dispositifs aussi qui se mettent en place. On a aussi le système des trottinettes et vélos électriques qui se développent dans ces territoires-là, mais aussi les bus. Hein. Là, clairement, le dispositif des bus est celui qui est le plus utilisé. On met en place, par exemple, aussi, actuellement, il y a un tramway
qui est en train d'être mis en service, qui permet d'aller du nord des Yvelines au sud des Yvelines et qui est en train d'être ouvert. Donc, c'est très bien, mais c'est pas quelque chose qu'on peut multiplier à grande échelle, naturellement. Donc, ça reste assez limité. Voilà, le bus, c'est quand même quelque chose qui est le plus Le transport collectif routier reste voilà. Et le puis les plus parkings performant. roulés, mais effectivement, si on pense transport en commun, c'est vraiment le dispositif de bus. Et puis évidemment, le covoiturage, c'est des choses qu'il faut vraiment développer largement, puisque on ne le sait pas, mais souvent on a des gens qui habitent vraiment près de chez soi et qui font le même trajet, mais on n'y pense pas. Donc effectivement, le covoiturage aussi dans les espaces ruraux, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler encore beaucoup plus. Ok, merci. Et là beaucoup. aussi, les outils numériques, évidemment, pour le covoiturage, mais ça, tout le monde connaît les fameuses applications. Les applications de partage de trajet. Voilà. Pour conclure notre table ronde, je finirai par donner la parole à Cathy David sur cette question et aussi en quelques minutes, quelques secondes, Cathy, si vous êtes d'accord, nous exposer les solutions de mobilité les plus performantes dans les territoires ruraux parce que évidemment, il y a des territoires ruraux dans les Hauts-de-France et donc c'est une problématique qui occupe Transdev forcément. Oui, alors effectivement, dans les territoires ruraux, les questions restent entières, néanmoins, nous travaillons sur ces sujets-là pour essayer de développer des solutions de mobilité. C'est l'exemple notamment dont je vous ai parlé tout à l'heure là de Fourmies et du Sud Avesnois, mais on se rend compte aussi sur ces territoires ruraux qu'on a bien entendu des solutions de mobilité à adapter, mais que les questions de mobilité dépendent aussi de l'acculturation que les habitants peuvent avoir, en tout cas à se déplacer. Donc bien entendu, sur ces questions-là, le numérique peut servir, bien entendu, cet apprentissage à la mobilité dont nous avons parlé tout à l'heure. Typiquement sur l'Avesnois, nous avons développé, en lien avec la communauté de communes, une application Avesnois Mobilité, donc qui regroupe l'ensemble des services de transport présents sur le territoire, plus l'accès aux offres d'emploi, plus les informations concernant les commerces, et cetera. Donc tout ce qui a trait aussi à l'attractivité du territoire pour avoir un portail unique qui permet notamment aux habitants d'accéder à différents services. Le covoiturage, je rejoins Christophe sur cette question qui reste un sujet important en milieu rural, mais qui nécessite aussi un accompagnement parce que le covoiturage, effectivement, les personnes habitent côte à côte, mais ne savent pas toujours en fait qu'elles font le même trajet. Donc cet accompagnement reste un sujet important, en tout cas pour le développement des solutions. Et bien entendu, le numérique, voilà, au service de cette mobilité rurale, reste bien entendu un outil à part entière, en tout cas pour permettre aux habitants d'accéder aux différents services. Merci beaucoup Cathy pour ce mot de conclusion du coup de notre table ronde et pour conclure notre matinée, je vais appeler sur scène Julie Stein de la Banque des Territoires pour conclure les propos développés ce matin. Je vais essayer de faire très, 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 très vite parce que j'ai conscience qu'on a un petit peu dépassé le temps, aucun problème. On le voit, les enjeux de mobilité, c'est des enjeux aujourd'hui qui sont traversés complètement par le numérique, qui prennent évidemment les villes au corps et c'est logique puisque dans les villes, il y a un enjeu réel de mobilité, mais il y en a un également dans les territoires ruraux et on voit que ça agite aujourd'hui aussi les territoires ruraux et c'est important et c'est quelque chose que la Banque des Territoires continue de réfléchir et de travailler pour justement développer des logiques et des politiques d'aller vers de dernier kilomètre et permettre justement aux habitants des territoires ruraux d'être accompagnés également sur des services de mobilité. Et puis pour ajouter une complexité à ce sujet déjà multidimensionnel, parce qu'on adore ça, la Banque des Territoires,
développer aussi des solutions de mobilité plus vertes, puisque c'est un enjeu dont on n'a pas parlé ce matin, puisque le temps nous aurait complètement manqué là-dessus, mais qui est un enjeu aussi réel aujourd'hui. Et pour conclure définitivement, je pense que ça a été largement dit, pour que les questions de mobilité dans le numérique, mais pour que le numérique aussi soit réellement un enjeu d'intérêt général, il faut pouvoir mettre l'humain au cœur de ces questions-là, et on ne fera rien sans mettre l'humain et la médiation au cœur de ces enjeux et de ces questions. Et merci, je profite, le tout dernier mot, c'est pour vous remercier, chacun et chacune des participantes, et bien évidemment les intervenants pour ces propos de grande qualité. Merci beaucoup. Merci, merci à toutes et tous, et puis bonne fin de journée, et merci pour la qualité de ces échanges. À bientôt. Merci beaucoup.